Anne de m'avoir invitée aujourd'hui. C'est très excitant en fait pour moi qui travaille depuis une dizaine d'années sur ce qu'avec Aurélien Maul on a intitulé les artistes iconographes, de savoir qu'un projet de recherche sur les écrivains iconographes est en train de se lancer ici et qui va donner lieu à plein de journées d'études, de rencontres et de recherches. Et j'espère qu'on pourra faire des liens effectivement avec les artistes iconographes, sans doute. Mais ça, je vais revenir dessus. En écoutant ce que tu disais, la notion d'iconographe, elle s'applique en fait sans doute mieux aux écrivains qu'aux artistes. Mais voilà, je vais revenir là-dessus. Donc, je vais commencer par peut-être vous expliquer d'où je parle avec Aurélien Maul, parce que ça explique pas mal notre positionnement et la manière dont on réfléchit cette notion d'artiste iconographe. Donc Aurélien Maul est artiste et son travail se situe à plusieurs endroits dans le champ de l'art, ce qui est assez commun aujourd'hui. Il est à la fois artiste, commissaire d'exposition, il a signé des articles critiques et disons que son métier principal, alimentaire aussi, c'est photographe de vue d'exposition. C'est-à-dire qu'il photographie pour les artistes leurs œuvres en situation. Et ça, c'est assez important puisque c'est donc un des premiers regardeurs justement des œuvres des artistes. Et quant à moi, je parlerai après du livre, mais quant à moi, donc, je suis curatrice et critique d'art. Donc, je produis des expositions, en gros, toute l'année dans le centre d'art que je dirige. Et donc, tous les deux, on avait cette pratique à la fois curatoriale et critique, sur des pratiques immédiatement contemporaines, puisqu'on exposait des artistes, en gros, de notre génération, on écrivait sur eux, etc. Donc c'est vraiment... le départ, c'est une recherche sur les formes émergentes, vraiment en train de se faire avec des artistes très jeunes. Et donc on n'a pas du tout de recul sur ces formes qu'on regarde, qu'on expose et dont on commence à parler. Donc je le dis d'autant plus ici que donc on n'est pas du tout dans une position universitaire et que donc tout ce qu'on développe autour de la notion d'artiste iconographe, c'est très expérimental, c'est des hypothèses critiques, mais voilà, qui sont vraiment contemporaines des formes qu'on est en train d'étudier. Donc en fait, je vous montre, il est en train de tourner, mais le livre qu'on a publié l'année dernière, qui s'appelle tout simplement Les artistes iconographes, et qui donc revient sur une dizaine d'années de recherche, et qui est assez représentatif justement de notre positionnement dans sa structure. Donc c'est un livre qui contient... des entretiens avec des artistes, donc les artistes avec lesquels on travaille pour les expositions, et donc on leur demande à une dizaine d'artistes, en gros 5 francophones et 5 plutôt dans le monde anglo-saxon, de nous expliquer, par un questionnaire, comment ils voient les images en fait qu'ils utilisent. Donc c'est par rapport à ton projet, je pense que c'est peut-être la partie qui a le plus d'écho, puisqu'ils expliquent vraiment leur manipulation des images, pour eux ce que représentent les images, et c'est là où c'est assez intéressant parce que ils expliquent bien, on le voit dans tous les entretiens, comment les images sont entre l'objet et la personne, et que du coup il y a tout un rapport affectif qui se crée avec les images, qu'ils les voient, leur relation aux images, parfois ils les qualifient même de sentimentales. Enfin, il y a tout ce vocabulaire du coup entre l'objet et la personne sur cette passion qu'ont les artistes des images, et ceux-là en particulier, puisque ensuite ils vont les utiliser directement dans leurs œuvres. Donc des entretiens
des textes théoriques afin d'éclairer les enjeux et mettre en perspective nos hypothèses. Donc là aussi, dans ce que je vais vous dire, je vais revenir sur des pratiques un peu plus anciennes. Et donc voilà, pour historiciser le temps présent, donc bon, on revient sur d'autres pratiques plus anciennes. Et toute une partie aussi iconographique à partir des expositions qu'on a pu faire, donc en l'occurrence à la Villa du Parc, puisque c'est dans le cadre de ce centre d'art qu'on a réalisé toute une saison de 4 expositions, enfin de 8 projets, mais 4 grosses expositions collectives autour de ces notions d'artistes iconographes. Là, une image... d'une exposition qui s'appelait Le monde entier jusqu'à aujourd'hui, exposition sur la question de l'archive, avec une image de Hans-Peter Fellman à côté, mais ça je reviendrai dessus. Donc voilà, une autre image, je l'ai mise parce que Oriol Villanova, l'artiste qui a utilisé cette carte postale là, bon, évidemment vous reconnaissez, mais en plus c'est un artiste contemporain qui d'origine espagnole, mais qui vit à Bruxelles. Donc en fait, pour revenir sur vraiment le départ de cette recherche, on se rend compte avec Aurélien à la fin des années 2000 qu'un certain nombre d'œuvres dans les pratiques émergentes ont des points communs dans la manière dont elles utilisent l'image et qu'elles constituent, je dirais pas des murs d'images puisque ça prend différentes formes, mais en tout cas des associations d'images que nous on repère comme étant des constellations d'images. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'aborde. Et ça, un peu à plein d'endroits, disons, du monde occidental. Donc là, 2 images particulièrement représentatives, puisque là, on est presque dans un mur d'images tel qu'il pourrait être voilà, dans le bureau, dans la chambre d'un écrivain, mais aussi de n'importe qui. Donc là, 2 pièces de Sarah van der Beek, artiste américaine, qui a donc une collection d'images qu'elle va manipuler, elle va faire des associations ponctuelles, en l'occurrence sur des structures qui peuvent être des vitres, mais qui sont aussi des sculptures, souvent des portants différents. Et donc, elle va mettre en scène sa collection d'images, souvent liées à l'Antiquité d'ailleurs, et qu'elle va photographier. Donc, en fait, ce qu'elle montre, c'est des photographies d'un agencement d'images sur une structure, ce qui lui permet de ne pas figer en fait cette association d'images. C'est-à-dire que ensuite, comme elle les photographie, ensuite elle n'expose pas la sculpture, elle récupère les images et elle les remet elle les réutilise pour d'autres, de nouvelles configurations. Donc voilà, il y a cet aspect de ne pas figer la présentation de la collection et ces associations d'images. Il y a aussi cette manière de mettre ensemble des images d'origine et de provenance très différentes et d'époques très différentes. Ça nous paraît très clair aussi dans les œuvres qui apparaissent à ce moment-là. Donc images... reproductions issues de corpus antiques, de corpus artistiques, mais aussi de corpus provenant des journaux, de collections particulières, etc. Il y a vraiment ce mélange, en tout cas cette manière de récupérer des images d'endroits très différents. Donc un exemple, voilà, Sarah van der Beek aux États-Unis, ça c'est une œuvre de 2008. Autre exemple, aux Pays-Bas, de la Batia Sutter, donc c'est une autre... voilà, par exemple, ça, c'est aussi une série de 2009, donc dans une exposition, des reproductions de livres issus... des reproductions d'images issues de livres qu'elle a grandi et que donc elle met en scène sous forme de frise. Ou encore, ici, alors là, c'est une
c'est pas la présentation d'exposition, c'est la présentation éditoriale, mais comme ça on voit bien les images. Une série d'œuvres de l'artiste canadien Louise Jacob, qui s'appelle Les Albums, où il associe des images qui ne sont pas des images numériques, qui sont des images qui coupe dans les magazines, enfin qu'il découpe dans un certain nombre de journaux à proximité de lui, c'est-à-dire il peut les commander, mais il essaye de travailler, disons, dans un environnement de proximité, et qu'ensuite il va associer, non pas sur des questions vraiment sémantiques, mais plutôt formelles. Et donc il va organiser quelque chose qui s'apparente à ce que nous on appellerait c'est bien parce que comme vous êtes tous littéraires, vous allez pouvoir m'expliquer en détail comment on peut appeler ces figures, etc. Mais nous, on voyait ça comme des marabouts bouts de ficelle, avec ce système de passer d'une image à l'autre par l'intermédiaire d'une autre, et donc l'artiste parvenait, dans une sorte de linéarité, à déployer un corpus d'images très différentes par le système de la comptine. Il y avait beaucoup de choses qui s'apparentaient dans les jeux d'images qu'on voyait naître à des techniques plutôt issues de la littérature, en fait. Des jeux d'images, disons, comme on ferait des jeux de mots, comme on ferait des figures de style, etc. Donc voilà. Et c'est là... en voyant toutes ces pratiques, dont je vous montrerai d'autres exemples, là c'était 3 pour introduire, mais on essaye d'historiciser un peu ce type, de situer ce type de pratique, et c'est comme ça qu'on va arriver assez vite à cette notion, à trouver le mot en fait d'iconographe pour les qualifier. À partir de l'exemple en fait historique d'Aby Warburg, donc historien de l'art du début du XXe siècle, qui met au point donc un système à la fois de collecte d'images, mais qui va devenir une méthodologie de travail pour faire de l'histoire de l'art, où il assemble sur des murs qui sont en fait des écrans de toile noire, des reproductions d'images d'époques différentes. Et disons que c'est dans la comparaison entre des images, en l'occurrence, non, même pas que des reproductions d'œuvres d'art, aussi des reproductions de la culture vernaculaire, etc., qui va commencer à écrire développer certaines notions comme celle d'expression du pathos, etc. Il est vraiment dans une approche très peu chronologique des choses pour conceptualiser un certain nombre d'effets formels dans l'histoire de l'art. Et il se trouve qu'à la fin des années 2000, fin des années 90 et début des années 2000, à ce moment-là, il y a beaucoup d'historiens d'art qui se réintéressent à la figure d'Aby Warburg, comme Georges Didier Huberman ou Philippe Alain Michaud, conservateur aussi à Beaubourg, qui font des livres sur la figure d'Aby Warburg. Donc je pense que tout ce contexte fait que nous pensons à Warburg, et que les artistes qui commencent à travailler à ce moment-là, peut-être aussi, ont regardé, et d'ailleurs dans certains cas, on le sait clairement, sont des regardeurs des œuvres de Warburg et s'intéressent à la manière dont il faisait des associations d'images à but scientifique et historique, dans le cas de Warburg. Donc Warburg parle, pour qualifier la manière dont il travaille, d'iconologie, ce qui ne nous paraissait pas très joli pour qualifier les artistes dont on parlait, en fait. Et je pense que c'est là où je disais ça pique sans doute plus aux écrivains, mais disons qu'artistes iconologues, on trouvait que c'était un peu dogmatique et que ça ne convenait pas vraiment aux pratiques qu'on était en train de regarder. Et donc c'est comme ça en fait qu'on a commencé à parler d'artistes iconographes pour ces artistes qui utilisent, en gros, pour le dire de manière très basique, des images existantes qu'ils vont vraiment utiliser dans leurs œuvres.
c'est-à-dire pas juste comme source d'inspiration, mais collecte et inscription, appropriation et inscription de l'image récupérée dans l'œuvre. Et donc, à ce moment, alors Warburg, ce que je disais du contexte des années 2000, ça se trouve un peu partout. Ici, une exposition en Autriche où sont exposées des reproductions en fait des planches de l'album de Warburg. Donc on les expose comme des œuvres d'art. Et d'ailleurs, beaucoup d'historiens d'art constatent que la manière dont travaille Warburg dans les années 20 s'apparente à des gestes, sans doute aussi de manipulation des images, comme peuvent le faire les artistes. Donc ici, voilà. Et j'ajoute que ce qui nous paraît aussi particulièrement intéressant, c'est que cette forme qu'on voit dans les archives de Warburg et dans ce projet de recherche nous semble très proche aussi des nouvelles structures de regard d'image sur Internet. Là, là, on le voit, là c'est en plus mis en abîme puisque c'est des images, des planches de Warburg qui sont à l'écran. Mais voilà, cette manière de mettre côte à côte des images de provenance différentes et précisément la manière dont fonctionnent les interfaces Internet qui se développent dans les années 2000 et notamment Google, où on se retrouve avec un mot-clé, en fait, avec un certain nombre d'images très différentes. Donc, à partir de là, de cette notion, donc, on dégage d'artiste iconographe, on essaye de voir comment elle s'est... s'il y a des précédents, évidemment, enfin, on voit tout de suite qu'il y en a, mais de comment, dans l'histoire de la photographie, je pense qu'on est aussi sur à peu près le même temps chronologique que le projet ici, donc le début des images imprimées, enfin pas le début des images imprimées, mais la grande circulation des images imprimées, donc de la fin du 19e à aujourd'hui, comment les artistes, face à ce phénomène, ont utilisé les images. Et donc on va nous proposer plusieurs catégories d'artistes iconographes, dont la première est sans doute la plus importante, la plus connue et la plus ancienne, et celle des collagistes. Donc dans les formes visuelles du tableau, etc., on parle plutôt de collage, en sculpture, d'assemblage, mais donc les artistes, et dans le cinéma de montage, mais voilà, les artistes qui ont utilisé le photocollage dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ici, un photomontage de Anna Höck des années 30. Et donc ça, c'est la tradition la plus importante, je dirais, des artistes iconographes. On repère aussi une autre forme, qui est une forme plus archivistique, donc on appelle les iconographes archivistes, qui se développe plutôt après la Seconde Guerre mondiale et dans les années 60-70. Donc là, une installation monumentale d'archives de Christian Boltanski. Et une dernière catégorie qui a déjà un nom, puisqu'elle a été théorisée aux États-Unis sous le nom d'appropriationnisme, donc des artistes qui dans les années 80 70-80 vont s'approprier des images d'autres auteurs de manière différente. Donc voilà, donc pour revenir assez vite sur ces catégories, donc en ce qui concerne l'iconographe monteur, donc c'est vraiment la première tradition d'artiste iconographe. Ce qui est intéressant dans cette notion, enfin voilà, dans cette histoire du collage, disons, ou du montage en photographie, c'est que c'est vraiment dès les débuts de l'utilisation un peu amateur de la photographie, donc vers les années 1880, le collage apparaît. Il apparaît
en l'occurrence, beaucoup, ça a été montré par par pas mal d'historiens de la photographie, notamment Clément Chéroux, dans la société victorienne de la fin du XIXe siècle, où on commence à faire des albums de famille, et donc ça donne lieu, pour les plus inventives, c'est souvent des femmes, à des collages à partir de dessins, d'illustrations, voilà. Et très vite, le collage prend une dimension soit absurde, soit humoristique, puisqu'il permet de rassembler des éléments très différents. Donc voilà, là c'est un exemple. Il y a eu un très beau catalogue justement sur les albums victoriens, je crois à Orsay. Il y a eu une grosse exposition il y a quelques années, qui est très intéressant à ce sujet. Et donc, quand les avant-gardes, après la guerre, Dada notamment, en premier, vont utiliser le montage et le collage dans leurs œuvres, ils sont dans une tradition, en fait, qui est une tradition amateur, donc dans la bourgeoisie ou l'aristocratie victorienne, mais aussi qui va se développer dans les récréations photographiques qu'on peut voir se développer à la fin du 19e dans les milieux, disons, où on utilise la photographie. Et donc, Raoul Haussmann, d'ailleurs, un des premiers à utiliser le photomontage, dira: c'est en voyant des mémentos militaires où justement il y avait des assemblages comme ça absurdes, de la tête surdimensionnée, etc., que j'ai l'idée de faire mes premiers photomontages à partir de découpes de magazines. Donc cette tradition, elle entre, disons, dans le champ artistique après la Première Guerre mondiale, avec Dada, et dans vraiment une pensée moderniste, d'explosion aussi des... Enfin, non, d'ailleurs, je dis ça, mais non, je ne peux pas dire une explosion des motifs, mais enfin, dans une reconfiguration, disons, vraiment du champ artistique après la Première Guerre mondiale. Bon, ça devrait se contextualiser aussi avec les premiers collages de Picasso, etc. Mais disons qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, vraiment, il y a le photomontage devient une forme à part entière, très, très employée par les artistes, et très exposé après la guerre. Donc là, un photomontage de Raoul Haussmann. Et donc l'idée était de faire des tableaux entièrement composés de photos découpées. Alors, je vais très vite, hein. Il y aurait à faire, je ne sais pas, d'ailleurs, il y a beaucoup de livres sur l'histoire du photomontage. Mais ce qu'on trouvait intéressant dans le photomontage, c'est qu'évidemment, cette tradition qui naît à ce moment-là, qui vraiment se développe dans les années 30 et qui prend un tour presque idéologique avec les constructivistes russes, etc. Enfin, il y a vraiment une dimension politique du photomontage qui reste, qui perdure en fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc la tradition politique du photomontage, elle se retrouve jusqu'à aujourd'hui dans un certain nombre d'œuvres d'artistes. Et de toute façon, ce qu'on regardait, enfin, les catégories qu'on essayait de développer de différentes mises en forme, disons, d'images existantes, elles ne se remplacent pas l'une l'autre, elles se sédimentent. C'est-à-dire que toujours, à partir du moment où le collage existe, il y a des artistes encore aujourd'hui qui utilisent le collage, l'archive de la même manière, etc. Donc c'est des moments d'apparition où cette forme-là semble la plus à même de parler, enfin voilà, de représenter le rapport à l'image dans la société, ou en tout cas dans le milieu artistique à un moment donné. Donc là, j'ai mis une image de Martha Rosler, qui est peut-être l'artiste collagiste d'après-guerre la plus connue, qui commence à faire une série qui s'appelle Bringing the War Home, pendant la guerre du Vietnam, où l'idée c'est de mettre des scènes de guerre. Donc c'est des collages pas très complexes, assez binaires, mais ça, dès que le collage devient politique, en fait, il se simplifie pour une meilleure lisibilité. Donc en fait, voilà, dans des intérieurs
des années 60, de l'American Way of Life, etc. Elle montre des photos de guerre qui sont celles, en fait, de la guerre qui est en train de mener les États-Unis, enfin, qui sont en train de mener les États-Unis au Vietnam. Et donc, c'est un objet, le photomontage, en ce sens-là, de contestation. Et encore aujourd'hui, pas mal d'artistes utilisent le collage. Là, une image de Thomas Hirschhorn, artiste suisse, qui a une pratique quasi quotidienne du photomontage. Et il fait des photomontages qui sont assez... avec des images assez violentes. Et lui... dit je veux connecter, assembler, je le cite, coller ensemble ce qui n'est pas connecté, ce qui ne peut pas être assemblé ensemble, ce que je suis seule à voir. Faire un collage signifie assembler ensemble des éléments, des éléments de réalité. Ça, mon texte apparaît pas, donc j'arrive pas à voir la fin de la citation. Voilà. Pardon. Faire un collage signifie assembler ensemble des éléments de réalité préexistants pour créer un nouveau monde qui n'existait pas auparavant. Dès lors, quelque chose de nouveau, un nouveau monde, une nouvelle image, une nouvelle lumière est créée. Je veux donner forme et en donnant forme, je veux montrer ce que je vois, ce que je comprends, ce qui vient de moi sans avoir à l'expliquer ou à l'argumenter. Rien n'est immontrable, ce qui ne peut pas être montré, c'est ce qui n'a pas de forme. Cette citation, elle dit bien en fait la dimension avant-gardiste et novatrice qui est attachée au collage. C'est-à-dire il y a vraiment cette idée de faire quelque chose de nouveau, d'inventer un nouveau monde, de montrer ce que les autres ne voient pas. Et donc c'est pour ça que dans le collage, on a toujours des éléments très hétéroclites, souvent venus de sources très différentes. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans le choc visuel, d'être dans des formes extrêmement efficaces, par un grand écart entre les choses qui sont assemblées. Il y a aussi toute l'idée de la découpe, et ça c'est assez important parce qu'on voit ensuite dans les pratiques de réusage de l'image existante que ça se produit beaucoup moins. Le collagiste, enfin le photomonteur, il découpe l'image, il l'abîme, il n'en prend qu'une partie, il la fragmente et ensuite il la recolle avec d'autres. Et donc je pense que cet aspect assez violent en fait envers la source première est assez importante et mériterait d'être pas mal analysée parce qu'on est dans un rapport à l'image qui est quand même où on la manipule sans prendre en compte ce qu'elle pourrait avoir de précieux. Donc voilà, je vous montre juste une image d'exposition de manière... Enfin, nous, c'est comme ça qu'on a montré un certain nombre de collages dans une exposition par un système en fait, on essayait de réfléchir pour être au plus proche de la manière dont travaillent les photomonteurs. Et les photomonteurs travaillent à plat, puisqu'ils découpent dans les magazines. Le magazine, c'est un espace horizontal et pas vertical comme le tableau. Et donc, on a mis en place un système en fait de meubles, de vitrines gigognes qui rentraient les unes dans les autres, transparentes. Et donc ça nous permettait d'avoir les photomontages à plat et ensuite de pouvoir les juxtaposer, donc de faire une sorte de méta-image, de collage curatorial entre les différents photomontages. Et là on voit une image assez trash de Thomas Hirschhorn, un de ses collages. Dessous, une photographie de Martha Rosler, puisqu'elle a continué en fait ses photomontages guerre plus maison américaine modèle pendant la guerre en Irak et de collages de magazines qui sont en fait des découpages dans des magazines de Clément Rodzielski, puisqu'évidemment il y a la dimension politique du photomontage, mais il y a aussi toute la dimension poétique, plus liée à l'histoire du surréalisme, des collages, plus liée à la rêverie. Là, un exemple, je l'ai mis, puisque là, en l'occurrence, c'est des images de lettres, mais qui permettent de faire un photocollage à partir d'images. Images de lettres, certes, mais images quand même issues de magazines, de Karim Gheloussi. Donc là, voilà, une autre image de la manière dont ensuite les images se superposaient, en fait, les différents collages se superposaient dans cette exposition.
et quelques images de collagistes récents. Donc en l'occurrence là, une image de Barbara Breitenfellner, artiste allemande. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment le collage est encore aujourd'hui très vivant, et beaucoup d'artistes travaillent avec le collage de manière principale ou annexe. C'est-à-dire il y a aussi beaucoup, en l'occurrence là, Barbara Breitenfellner, c'est une artiste qui fait beaucoup d'installations, qui est vraiment sur la question du rêve et de comment mettre en espace des éléments liés à ses rêves. Et évidemment, assez logiquement, elle a donc parallèlement cette pratique quotidienne de photocollage ou photomontage. Ou encore un autre, là qui est extrêmement connu, artiste anglais, John Steezaker, qui travaille à partir d'une collection de cartes postales, mais aussi d'images beaucoup liées à Hollywood, au cinéma, etc., et qui donc fait des photocollages, là souvent avec seulement 2 images pour voilà, recréer. Donc là on a une très belle image de ce qu'il peut faire avec des photos de paysages sur des portraits. Alors, pour passer à une seconde catégorie, les iconographes archivistes, donc ça se développe plutôt après la Seconde Guerre mondiale et beaucoup dans les années 60. Et là, on va être dans des pratiques où les artistes vraiment collectionnent des archives autour d'un thème ou d'un sujet en essayant de récupérer le maximum d'images. Ici une image pour montrer quelle forme monumentale peut prendre cette manière de collectionner et d'exposer en fait des images issues d'archives, un projet à la fois curatorial et artistique d'Ide Saindeles qui s'appelle le Teddy Bear Project. Donc au départ, Ide Saindeles, c'est une collectionneuse d'art contemporain, mais aussi d'images d'archives, etc. Et donc, elle collectionne de manière systématique, c'est une collectionneuse canadienne, des images d'enfants avec des ours en peluche. Ce qui donne lieu finalement en 2006 à cette énorme installation qui a été remontrée à plusieurs endroits ensuite. Là, je pense que c'est à Munich, mais ça a été montré aux États-Unis, au New Museum, il n'y a pas longtemps. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle fait œuvre, cette installation qui, au début, était la présentation d'une collection, où on retrouve l'ensemble de sa collection, avec des images encadrées de la même façon, présentées dans des vitrines. Et donc, voilà, où on se noie vraiment dans la vision de cette collection pléthorique. Et donc, ce qui nous paraissait intéressant avec le travail sur les archives, c'est cette idée de montrer énormément d'images et des images qui se ressemblent toutes. Et que du coup, la singularité de l'image se perd dans l'ensemble énorme en fait d'images qui sont un peu toutes les mêmes, qui sont rassemblées. Le travail de Christian Boltanski, artiste français, qui commence à travailler à la fin des années 60, il éclaire assez bien cette notion d'artiste archiviste. Ce qui est intéressant par rapport au photomontage, c'est que là où les photomonteurs essayaient vraiment de produire du choc visuel, les archivistes, au contraire, ils vont essayer de produire la chose la plus monotone qui soit, où justement on est face à des images qu'on connaît, qui se répètent, où on ne sait pas très bien par quel bout les prendre, et qui donnent une forme monumentale. Donc là, une image d'une œuvre emblématique de Christian Boltanski qui s'appelle l'album de la famille D, qui a été présenté pour la première fois à la Documenta à Kassel en 1972, où Boltanski expose donc un album de photographies d'une famille qu'il a récupéré et qui est donc une installation murale dans laquelle sont alignés sur plusieurs colonnes des retirages encadrés de photographies de famille, que Boltanski a reclassé selon ce qu'il pensait être la chronologie des images. Et Boltanski explique: j'ai pris la famille de Michel Durand, parce que Durand est le nom français le plus commun,
qu'il est d'une famille de la petite bourgeoisie et qu'il représentait donc le prototype de ce que je n'étais pas, le prototype de la vraie famille française, qui s'inscrit donc à l'exact opposé de l'ambition révolutionnaire et anti-bourgeoise justement des photomonteurs des années de l'entre-deux-guerres. Et donc on retrouve dans pas mal de pratiques des années 60, cette manière justement de déhiérarchiser, de prendre des images vernaculaires, de les mettre ensemble et de faire en fait comme une archive. Boltanski a beaucoup développé ça. Donc là, un détail de cette pièce, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des photographies de photographies. Donc en plus, elles perdent en qualité. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ces artistes ne s'intéressent pas. Ils veulent les images les plus banales et les plus communes. Donc par exemple, refotographier une photographie, ça lui enlève encore de la qualité. On verra qu'elles sont toutes traitées de la même manière. Donc il y a ça aussi, c'est en les traitant de la même manière, elles sont toutes égales, mais du coup elles se perdent, elles deviennent anonymes. Enfin, il y a toute cette réflexion, là-dessus. Ou alors après il a repris il a beaucoup travaillé aussi sur des images liées à la guerre, aux familles juives, aux disparus, etc. Mais aussi à des classes de CE1, les albums qu'on fait, les photos de classe, etc. C'est vraiment ces images les plus banales et les plus dans le quotidien de chacun qui l'intéressent. Alors après, si Boltanski est dans une approche assez mélancolique, évidemment, de l'image, où finalement cet ensemble d'images, ne pas les voir une par une, le fait qu'elles deviennent anonymes au milieu, c'est aussi toute une réflexion évidemment sur la mémoire, sur la disparition et sur le fait que finalement ces images qu'on prend pour se souvenir et pour être dans la durée, ne sont plus regardés à terme. Enfin, il y a toute cette réflexion-là, mais il y a aussi d'autres artistes qui sont dans des approches beaucoup plus humoristiques de la question de l'archive. Ici, donc, un ensemble d'images de Hans-Peter Fellman, qui, lui, va choisir souvent un motif assez précis, souvent sentimental et dérisoire pour faire ces assemblages d'images, donc des genoux de femmes, des posters kitsch des années 70, des images de la Tour Eiffel, plein de choses. J'ai un autre exemple avec des photos de fraises. Donc il va faire une collection, il va exposer toutes les fraises pour faire une sorte de panier de fraises à partir d'images où chaque fraise du coup est différente, mais compose son panier. Donc il y a ces deux, il y a à la fois un aspect très pathétique et très mélancolique, et en même temps des manières aussi, qui le sont aussi dans un certain sens. Elles peuvent être mélancoliques, mais plus en prenant le biais de l'absurde. Et beaucoup d'artistes, comme pour le photomontage, continuent aujourd'hui à travailler à partir de fonds d'archives ou de collections d'archives, les leurs ou des fonds extérieurs. Donc, par exemple, ici, une installation de Mathias Hutter. Donc, je montre ces images, c'est aussi pour montrer la variété des présentations qui sont possibles. Ça peut être évidemment des murs d'images, de retirage, mais ça peut être aussi des projections. Donc là, à partir d'une collection de chaises, elle le met en espace, elle présente cette collection en faisant des assemblages de ce qui lui paraît intéressant. Ça peut être ce qui importe ici déjà. Contrairement aux grandes installations d'archives comme celle de Boltanski, c'est aussi l'intervalle entre les images. Et déjà, on voit que les corpus sont plus restreints, c'est-à-dire on n'est plus pris dans l'amas sans borne de l'archive, mais on commence à faire des collectes plus ramassées en fait dans ces archives. Et donc c'est assez représentatif aussi de ce passage de l'archive à des collections dont on va juste prendre certains éléments pour leur donner une sorte de les montrer dans un récit plus resserré. Un exemple aussi d'un traitement contemporain de l'image. Là, une installation d'Oriol
Villanova. Et en prenant cette photo, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était à Louvain. Mais je ne sais pas quel Louvain, je n'ai pas retrouvé c'est l'autre. Ouais. Voilà, qui lui va faire une collection. Donc lui fait une collection de cartes postales. Il a une collection énorme de cartes postales. Mais comme on va en voir cet après-midi, peut-être je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc là, en l'occurrence, dans cette installation, les images sont classées en fonction du fond coloré de la carte postale. Donc les ensembles vont plus être créés en fonction de motifs du contenu de l'image, mais en fonction du fond en fait, sur lesquels elles ont été publiées. Donc c'est une manière aussi de se détacher, disons, du sujet pour revenir, enfin pour commencer à être dans des installations plus sur des jeux d'images et de formes. Je vais me dépêcher parce que ça va être trop long sinon. Donc là, un détail. Donc, autre typologie, c'était l'appropriation. Donc, bon, l'appropriation, c'est vraiment un mouvement américain des années 80. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais là, on est dans quelque chose d'assez différent, puisque la plupart du temps, les photos qui sont reprises, les artistes qui travaillent avec des photos existantes en isolent une, donc on est à l'inverse total de l'archive, et souvent des images assez iconiques qui veulent remettre en valeur. Donc là, on est dans l'appropriation d'images d'autres qui sont déjà connues, que ce soit des artistes ou des icônes de la culture médiatique ou populaire, et donc les artistes vont s'approprier pour des questions de remise en cause de l'autorité, par exemple de l'auteur, ou pour justement mettre en avant le côté iconique de l'image. Et donc là, on est dans quelque chose d'assez différent. Donc l'artiste le plus connu de ce mouvement, dirons-nous, c'est Richard Prince, qui a beaucoup travaillé sur les publicités Marlboro, en isolant évidemment l'image, donc le cow-boy, qui est aussi très représentative, icône américaine de la marque, et donc en se réappropriant simplement les images de publicité Marlboro. Donc des artistes comme Richard Prince, Robert Longo, donc lui qui va plus travailler sur les figures d'acteurs et de poncifs finalement du cinéma américain et de la culture du cinéma américain. Je vais très vite. Ou encore Cindy Sherman, qui elle va fonder tout son travail sur non pas la reprise directement d'images existantes, mais recréer l'atmosphère du cinéma américain à différentes périodes, et donc c'est elle qui se photographie, mais on est quand même dans la reprise d'images très, très emblématiques, ou en tout cas d'atmosphère d'images très emblématiques des États-Unis, du cinéma américain. Et là aussi, ça se poursuit avec un certain nombre d'artistes qui aujourd'hui sont dans l'appropriation. Là, par exemple, un portrait de Tobias Caspar, où il reprend une pose de David Bowie sur une pochette d'album. Ce qui est intéressant avec les appropriationnistes, c'est qu'ils mettent vraiment en valeur la dimension de fan que peuvent avoir les artistes par rapport aux images qu'ils manipulent. Et donc le fait d'en isoler une, de la refotographier, de se mettre en scène dedans, etc. Il y a vraiment... il pointe vraiment ce rapport passionnel à l'image qu'on peut entretenir. Et ça, c'est intéressant, notamment aujourd'hui, avec... tout le rapport affectif qui est induit par les réseaux sociaux, etc. On like. Et je pense que eux ont très bien anticipé justement la mise, la valorisation de ce rapport un peu de jeunes fans à un certain nombre d'images. Et le fait juste de les isoler pour les montrer, parce que ce sont des photographies qu'ils aiment, sur lesquelles on peut aussi poser un regard critique, mais enfin qui reste quand même le poster qu'on peut mettre dans sa chambre. Il y a toute cette dimension-là qui est affective, qui vraiment affleure dans les pratiques appropriationnistes, et qui, à mon avis, n'a pas du tout été mis en avant au moment où ça a été théorisé, puisque tout le monde a vu ça comme une critique du capitalisme, en fait.
de la société de consommation américaine, etc. Mais ça a vraiment été vu sous cet angle critique dans les années 80 et pas du tout sous l'angle justement plus sentimental, affectif, de rapport. Enfin bon, ça c'est une hypothèse que je fais et je pense parce que l'époque actuelle fait aussi qu'on revoit plus facilement ce type de pratique avec un regard moins idéologique, je dirais. Voilà, donc c'est l'appropriation d'histoire de l'art, mais aussi de la culture populaire. Donc bon, là, une image de Tobias Caspar, dont il y avait le portrait avant, qui lui va beaucoup s'approprier la culture du snowboarder, du sportif, etc. Et donc, j'en arrive longuement aux iconographes astronomes. C'est comme ça qu'on les a appelés, puisqu'on avait le sentiment qu'ils faisaient des constellations. Et donc, avec cette idée, en fait, de mettre ensemble sur le principe de l'astérisme, qui est donc quelque chose qui n'a aucune valeur astrophysique, c'est-à-dire qu'aucune image de constellation, en fait, n'a un fondement scientifique, c'est simplement le dessin que, par le regard, on va faire, qui va leur donner un nom et qui va leur donner une forme. Et donc, dans les pratiques des artistes travaillant en constellation, il y a aussi, les images n'ont pas besoin d'avoir un rapport en amont pour être mises ensemble. Et donc, on trouve des pratiques comme celle, par exemple, de documentation Céline Duval, qui a une collection d'images vernaculaires et qui va en extraire pour cette œuvre qui s'appelle La Revue en 4 images, 4, qui vont du coup former une nouvelle narration, mais les images entre elles n'ont pas forcément de lien au départ. Donc c'est une manière de faire un récit, de faire des micro-récits à partir de sa collection, de l'ensemble de sa collection, qui forme quasiment une archive tellement elle est importante. Donc sous la version revue et sous la version exposée, revue en 4 images. Ici, une pièce de Oriol Villanova, qui faisait les fonds de cartes postales colorées tout à l'heure, mais qui peut aussi avoir des pièces beaucoup plus ramassées. Là, en l'occurrence, dans sa collection de cartes postales, 2 images identiques, mais qui sont présentées pour mettre en avant précisément leurs différences, puisque chaque carte postale, finalement, à partir du moment où elle est imprimée et mise en usage, va être différente d'une autre qui aurait le même motif. Ça prend la forme aussi, là c'est pour vous montrer en fait les différentes formes plastiques que ça peut prendre. Ça peut prendre aussi l'aspect de conférence. Bon là c'est le texte de la conférence, par exemple. Ryan Gander, artiste anglais, a commencé son travail avec des conférences qu'il appelait les Loose Associations et qui commence, là c'est la première, en disant toutes ces choses sont reliées entre elles, mais souvent les associations sont un peu flottantes. Et donc à partir d'un corpus d'images, il va développer une conférence qu'il appelle une performance conférence, où justement chaque image va permettre un certain nombre de digressions et va permettre qu'on passe d'une image à une autre, mais avec un certain nombre d'anecdotes, de digressions, etc., qui font qu'on n'est pas du tout... il met en crise, disons, la notion de conférence et de dimension scientifique de la conférence. Donc voilà, ça prend aussi des formes visuelles sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ça peut aussi prendre la forme du livre. Ici, un projet d'Aris Epaminondas et Daniel Gustav Kramer, artiste allemand, qui découpe en fait des images dans des livres et ensuite recompose de nouveaux livres. Donc c'est un travail vraiment très délicat et très subtil. Je veux dire dans la manière de relier ensuite le nouveau livre, et donc ils font une collection de livres qui s'appelle La Bibliothèque Infinie, où chaque livre en fait sera recomposé à partir d'images d'autres livres. Et donc on aura ça peut se faire sur des rapports formels ou sur plus des rapports historiques. Enfin après, toutes les associations, l'idée c'est précisément de mélanger les associations et de ne pas être systématique. Ce qui est important aussi avec ces artistes, c'est la notion de jeu d'image et d'inviter aussi. Il y a tout
une notion de pédagogie de l'image qui affleure dans ce type de pratique. Ici, une œuvre d'Aurélien Froment, qui est une sorte de mémoire d'images, où toutes les images sont différentes. Et donc l'idée va être de faire des manipulations de ces images en essayant de trouver justement des paires ou même plus qui permettent de composer une suite. Et là, le visiteur peut manipuler les cartes et donc composer ses propres récits d'images. Quand je disais le tournant pédagogique, c'est effectivement pas mal d'artistes en parlent. Là, Pierre Le Guillon, qui a fait un certain nombre de pièces justement autour de cette notion de parler aux yeux, c'est-à-dire pour ces artistes, ce qui est très important précisément, c'est d'utiliser le moins possible le texte. Et ce qui est important, c'est que les images finalement communiquent entre elles, que justement elles ne soient pas limitées par une légende et que les associations restent très vagues pour que le maximum d'imagination ou d'interprétation puisse être laissé aux visiteurs. Pierre Le Guillon, là par exemple, qui donne... Je montre cette image qui est une image de la promesse de l'écran, qui est un dispositif en fait de projection de films, qui sont des assemblages en fait d'extraits de films. Et en fait, par exemple, pour le dire très vite, la promesse de la photographie, il a rassemblé un certain nombre d'extraits de films où la photographie apparaît sous forme de, je sais pas, une scène dans un laboratoire photographique, une scène de prise de vue, etc. Il recompose un film à partir de ces prises de vue, enfin à partir de ces extraits, et donc ce film recomposé s'appelle La promesse de la photographie. Et ce qui est important dans ce dispositif, c'est qu'il y a un entracte, et pendant l'entracte, l'écran sur lequel est projetée la promesse devient barre. Et donc il y a cette en fait, l'écran vertical se met à l'horizontale et devient un bar où on boit un coup. Et donc il y a vraiment cette idée de ensuite discuter de l'ensemble, enfin de donner une forme conviviale à la manipulation en fait et à l'assemblage de ces images. Et donc ça c'est un des best-of de Pierre Le Guillon d'ailleurs, qui a été montré au Vils à Bruxelles en 2015. Il y a eu un certain nombre de promesses de l'écran qui ont été faites. Et donc il y a un dispositif d'ailleurs dont peut se saisir le visiteur, et donc qui donne lieu presque à une performance en fait. Et donc il y a l'idée qu'on regarde les images, on n'en parle pas, et on en parle dans un deuxième temps dans un autre dispositif. Je vais finir là sur peut-être la pièce la plus emblématique de ces artistes iconographes, astronomes, tels que nous, on les voyait dans les années 2000, fin des années 2000, c'est une pièce d'Aurélien Froment, où en fait, c'est un film de 10 minutes, où on voit un magicien manipuler des images sur une vitre, sauf qu'on ne voit pas la vitre, hein, donc les images sont comme flottantes en fait devant lui dans l'espace. Et donc dans cette pièce qui s'appelle le théâtre de poche, Aurélien Froment va en fait se servir du magicien pour manipuler toutes sortes d'images qui vont donc rassembler des images de provenance et d'époques différentes pour recomposer un certain nombre de figures. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est comment, à partir d'images d'époques différentes et d'images de l'art, d'images plutôt scientifiques, etc., il va recomposer un corps humain à partir de ces images. Mais il y a aussi énormément d'autres jeux d'images qui reprennent des images qu'on peut trouver dans le corpus, dans les corpus warburgiens, ou qui sont des marabouts bouts de ficelle à certains moments du film. Et donc c'est sans doute la pièce la plus, qui montre le mieux la manière dont travaillent les artistes iconographes, qui est une sorte d'autoportrait finalement de l'artiste iconographe, et de la manière dont il va manipuler, dont il va rassembler à un moment donné des images, comment elles vont à un moment donné faire une autre figure, et comment ça se joue sur des éléments qui sont clairs
au niveau formel, mais qui sont aussi liées à l'histoire personnelle des artistes, etc. Et je voudrais juste conclure sur le fait que cette génération d'artistes iconographes, pour nous, a pris fin assez rapidement. Pas les artistes sont toujours là, mais disons qu'ils travaillent moins directement avec l'assemblage d'images. Sans doute que ce qu'on repérait comme... sans doute cette génération d'iconographes et ces manières de faire des constellations en images, comme je disais au début, est assez liée au développement d'Internet dans les années 2000 et cette manière qu'a Internet justement de nous montrer, de pouvoir rassembler des images très différentes. Mais les artistes là dont j'ai parlé ne travaillent pas en numérique en fait. Ils travaillent encore avec des images qui ont une matérialité. Et d'ailleurs, c'est ce que montre très bien le film d'Aurélien Froment. Si même ça ressemble à un écran à un moment donné, toutes les images sont des images matérielles qui sont collées sur une vitre. Et ensuite, disons que la toute-puissance ou la toute-présence, l'omniprésence d'Internet va faire sans doute que ces artistes s'intéressent moins à ce type de constellation parce que justement c'est omniprésent dans les pratiques amateurs. Et par ailleurs, c'est des artistes qui ne vont pas du tout être sur le web, sur les réseaux sociaux, etc. Et la génération d'après, enfin depuis le début des années 2010, les artistes qui travaillent avec des images existantes travaillent plutôt avec des images existantes numériques qui sont collectées sur le web et qui sont ensuite remises, peuvent être extraites pour faire des films, pour faire des tableaux, etc. Mais c'est vraiment Internet qui va devenir l'espace de collecte, plus que les brocantes. Il y a moins cette disparité, disons, de la source. Et c'est plus des activistes d'ailleurs qui ont commencé à travailler sur la récupération d'images et sur leur assemblage. Et donc voilà, on a l'impression que cette espèce d'utopie de pouvoir rassembler des images qui vont permettre de regarder différemment, de travailler l'intervalle, de repenser des récits, etc., va être complètement confisqué ensuite, justement, par l'interface Internet, où chaque image est trouvée via un mot-clé, où toutes les métadonnées permettent finalement la circulation des images. Et donc, les pratiques actuelles, on a le sentiment, sont beaucoup plus liées à cette espèce de travail entre le texte, la métadonnée, l'hypertexte, enfin pas l'hypertexte d'ailleurs, mais enfin tout ce qui est lié à l'interface de données, l'Instagram qui va imposer un format, la circulation qui va être imposée par la manière dont on surfe sur le web, qui est donc analysé par des machines, qui ensuite permet qu'on vous sort une photo parce que vous avez regardé telle autre photo. Donc on n'est plus du tout dans quelque chose d'utopique en fait par rapport à ce que peut apporter la manipulation des images, mais plutôt il y a beaucoup de pièces qui travaillent sur l'inquiétude que ça peut susciter justement et ce manque de liberté finalement d'utiliser les images comme on le souhaite. Et voilà, pour finir. Non, je ne veux pas finir sur une note triste, simplement de vous montrer deux images. Ça, c'est une pièce de Céline Duval, donc artiste iconographe dont j'ai montré la revue en 4 images, qui en 2013 filme l'ensemble de ses archives d'images publicitaires prises dans les magazines. Elle les filme au moment où elle les met au feu. Donc elle brûle en fait sa collection matérielle tout en la filmant, ce qui lui donne quand même une existence à nouveau, mais numérique. Et elle est assez représentative de ce changement au début des années 2010 où finalement le tout numérique devient le support de conservation, mais d'ailleurs pas que pour les artistes, hein, pour l'ensemble. Et donc on a des choses qui deviennent beaucoup plus liées à nos usages
actuelle du numérique. Là, par exemple, une image d'une vidéo de Camille Enrault où on retrouve un peu tous les poncifs et aussi tout ce qui est imposé, en fait, finalement, par la culture numérique, le mème, le chat, donc qui est peut-être l'image la plus visible sur Internet, la fenêtre d'écran qui va devenir vraiment notre usage permanent finalement des images. Et c'est comme ça qu'on les regarde aujourd'hui beaucoup plus que dans des livres ou dans des magazines. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai parlé trop, mais...